Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Je suis Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale d'EdTech France, l'association des entrepreneurs et des entrepreneuses qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Et bienvenue pour ce 49e numéro du podcast EdTech France, un podcast 100% EdTech et 100% innovation. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir au micro Chloé Hermary, qui est la fondatrice et la CEO de la Ada Tech School, qui est la première école de programmation féministe ouverte à tous les profils. Bonjour Chloé. Hello Anne-Charlotte. Alors, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui, Chloé. Je te suis sur les réseaux sociaux depuis le début de l'aventure Ada. Et je vais me permettre de te représenter très rapidement, mais tu compléteras juste après. Donc, tu as 27 ans, on a le même âge. Tu as fondé la Ada Tech School depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et surtout, tu as levé en septembre 3 millions d'euros. Tu nous expliqueras tout ça plus tard. C'est une super histoire sur un thème qu'on adore chez EdTech France, comment mettre le numérique au service de tous les profils. C'est ce que tu fais au quotidien. J'imagine que tu te lèves pour ça le matin. Du coup, Chloé, est-ce que tu pourrais en première étape revenir sur peut-être ton parcours personnel, sur d'où t'es venue cette idée de monter une école de programmation féministe? Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est pas ta première aventure entrepreneuriale, donc je serais ravie aussi d'en savoir plus là-dessus. Yes. Bonjour tout le monde. Moi du coup effectivement comme tu le disais j'ai 27 ans donc je considère que ma carrière est encore un petit peu courte. J'ai monté cette école juste à la sortie de mes études. Comme tu le disais j'ai monté une première boîte. En fait, moi, mon parcours, c'est ce que j'aime bien l'appeler un parcours de bon élève, quoi. On m'a demandé de bien travailler à l'école, donc j'ai bien travaillé. J'ai fait une classe préparatoire un petit peu poussée par mes parents. Puis ensuite, j'ai intégré une école de commerce. Et puis j'ai continué à faire la bonne élève. Je suis partie en finance, comme mon école de commerce me le proposait. Là à la fin c'était un petit peu le fin de chemin de la bonne élève. C'était la prépa, ça avait été ultra dur. L'école, moi j'étais à HEC, ça avait été un endroit pas toujours ultra épanouissant. C'est un endroit où j'ai un petit peu aussi forgé mes convictions féministes. Et puis alors en finance, là n'en parlons pas. Et du coup, je suis un petit peu arrivée au bout de parcours en fait, on va peut-être arrêter de faire la bonne élève et on va peut-être se poser la question de vraiment à quoi t'es bonne et ce que t'as envie de faire. Je suis partie en start-up. Ouais. Je te coupe 2 secondes, Chloé. Ce qui est faux, et tu me donneras ton avis là-dessus, c'est que justement cette question, on se la pose jamais et personne nous incite à se la poser en fait. Du coup, je suis très admirative que tu aies réussi à te la poser à un moment donné, parce qu'il y a plein de personnes qui partent dans le tunnel de la vie pro sans jamais en fait se la poser. Ouais. En fait, on te dit, moi je trouve que c'est vachement comme ça l'orientation, donc ça va faire après le lien avec la première boîte que j'ai montée. On te dit, regarde ton bulletin. D'ailleurs, c'est souvent marrant parce qu'on te regarde ton bulletin et on te fait rarement regarder autre chose. Donc, qu'est-ce que t'aimes, en quoi t'es bon, toute la partie, on va dire, humaine, sociale que t'as dans ta vie. Et on te dit, regarde ton bulletin. Nous, on croit que t'as cette porte qui est ouverte. Et puis, en fonction aussi de ton milieu, hein. Et puis on te pousse à prendre toujours, tu sais, la porte qui t'ouvrira encore plus de portes. Et à la fin, quand t'as eu la chance d'avoir été bonne élève dans un milieu social qui t'a soutenu et que t'arrives à la fin de HEC, t'as toutes les portes ouvertes, t'as toutes les pas de problème. Mais alors laquelle prendre, franchement, parce que et moi c'est ça le constat que j'ai eu à la fin de mes études, c'est j'ai toujours été ultra passionnée des sujets justement de pédagogie, de se révéler, de se former, de grandir. J'avais donné des cours de soutien scolaire, donc j'avais un petit peu vu aussi que l'école ça peut faire mal, ça peut être aussi un endroit où au contraire on perd plutôt, au lieu de grandir, on perd confiance en soi. Donc ça je l'avais vu du côté des élèves qui sont en difficulté, et puis du côté des bons élèves, moi j'arrivais à la fin de mes études et tous ces bons élèves ils se demandaient bien à quoi ça avait servi tout ça, qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils savaient faire aussi, c'est un peu le défaut de certaines études, où qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et puis je pense que ça arrive aussi de plus en plus dans un contexte où
on a un peu des voyants orange vif partout sur des sujets environnementaux, sociaux, santé, etc. Et donc du coup, t'arrives en fin de parcours en te disant mais en fait, quelle est ma place dans ce monde et en quoi ma formation m'y a aidé. Et donc il y a aussi cette forme beaucoup de vertige en fait à la fin des études et moi je l'ai eu avant la fin et du coup j'ai choisi une dernière année un master en fait en entrepreneuriat où en fait ce qui est ça je le dois beaucoup à mon école, on a des horaires aménagés pour monter un projet. Et ça, je peux dire, ça t'aide à te faire concrètement quelque chose de ta formation. Et moi, du coup, je me suis attaquée à ce sujet-là, en fait, à ce sujet qui me touchait à ce moment-là, à ce sujet qui avait touché mes élèves pendant tout ce temps, qui est le sujet de sens qu'on trouve à l'apprentissage et à l'école. Et donc, au début, moi, j'ai pris la première boîte, c'était dans un côté d'orientation. Donc, j'ai créé des formations parascolaires avec une camarade de promotion pour, en fait, poser les bases d'une orientation saine, donc qui soit apprendre à mieux te connaître, qu'est-ce qui est important pour toi, prendre confiance en toi, gérer ton stress, donc une forme de bilan de compétences pour les jeunes. Donc pourquoi faire un bilan de compétences à 40 ans quand t'es en burn-out, bon, de plus en plus tôt maintenant et que tu fais pas en fait à 18 au moment de choisir tes études. Et voilà, et j'ai fait ça pendant un an et c'était un peu l'embryon, le MVP de ADA. Ah mais complètement, et je savais pas que t'étais déjà dans cette recherche de comment utiliser les outils actuels pour aider à s'orienter, aider à apprendre, aider à comprendre aussi le sens de ses apprentissages. En fait, t'étais déjà dans l'éducation depuis le jour 1 sans savoir forcément ce qu'allait être l'étape d'après, mais c'est génial. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs au sein du réseau Tech France qui travaillent sur ces sujets d'orientation justement avec le but de le personnaliser au maximum pour que ça soit quelque chose qui soit humain en fait. Et du coup, aujourd'hui, tu es donc fondatrice de la ADA Tech School et c'est une formation qui se revendique ouvertement féministe. Tu as un peu évoqué tes convictions qui se sont forgées quand tu étais en école. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous expliquer un peu comment tu perçois dans le monde de la tech les rapports entre les hommes et les femmes, sachant que si on se penche sur les chiffres, on dit qu'en 2022, il y aura 200 000 emplois dans le secteur de la tech et dont seulement 17% des femmes qui travaillent aujourd'hui dans les métiers du développement et de la programmation. Du coup, pour mettre un peu en perspective ta réponse, le constat un peu dur des chiffres, j'imagine que ça sera éclairant. Ouais. Moi j'aime bien le chiffre que tu dis. Je trouve que parfois 17% les gens disent c'est pas trop mal, mais quand tu refais dans le sens inverse, tu dis 83% de mecs. Ouais, t'as raison. Je trouve que dans l'autre sens tu te dis 17, tu dis attends c'est pas trop mal et tout, mais je trouve que 83 t'as raison. Ouais, je vais changer ma phrase. Mais tout je le fais dans ce sens-là. Et parfois je me dis pour moi il y a deux choses qui sont autour de la mission ADA et de pourquoi le féminisme, etc. Alors, de l'ordre de ma conviction personnelle d'humaine et de ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Il y a un truc que je trouve assez fou, c'est que moi j'ai grandi dans un monde où et c'est le cas aujourd'hui, on nous dit qu'à l'école on est tous égaux, on te dit le problème de l'équité, de l'égalité, il est réglé quoi, et on dit qu'il est réglé pour les femmes, on dit qu'il est réglé pour les races, on dit qu'il est réglé quoi, égalité, liberté, égalité, fraternité quoi. Et du coup j'ai grandi avec cette idée, en plus portée d'un nouveau, dans un milieu qui était soutenant, avec quand on veut, on peut. Et en fait, c'est bizarrement plus en grandissant et plus en rentrant dans ces formations d'élite, etc., que tu te rends compte que même à ces endroits-là, même quand tu peux, fondamentalement, parce que t'as la formation, t'as le milieu, etc., en fait, tu peux pas tout à fait, quoi. T'as une expérience de ton école qui est différente, t'as une expérience du milieu pro qui est différente, et puis tu te rends compte que finalement, il y a quand même plein de micro-discriminations que tu vis au quotidien et qui sont pas les discriminations qui sont pas des expériences qu'ont tes potes mecs, Donc ça, c'est un truc qui m'a porté et que je vois du coup dans le milieu de la tech, c'est quand on a 83% de mecs et 17% de meufs, on ne peut pas avoir une expérience qui est équitable. Parce que et je sais pas si on peut toujours être la minorité de quelqu'un, donc que vous pouvez faire tout le monde peut faire ce chemin mental, qui est quand on est dans la situation de minorité, il y a une forme d'inconfort
qui est énorme et qui se matérialise dans le cas homme-femme par parfois des petites blagues, par un manque de prise au sérieux, manque de légitimité, se faire couper la parole, etc., etc. Et ça, c'est des petits trucs que moi j'ai vécu en finance notamment. Et je trouve que quand j'ai appris, parce que quand moi j'ai commencé à bosser sur le secteur d'acteur, je pourrais y revenir, que en fait on était sur du 17-83 et que en fait les femmes elles s'orientaient peu, mais surtout en fait quand elles arrivaient dans les boîtes, elles quittaient en fait au bout de 10 ans, 50% des femmes quittent la tech parce qu'en fait c'est tout simplement hyper difficile d'être dans une extrême minorité. Je me dis que c'est fou. Et ça c'est d'un point de vue on va dire personnel, émotionnel, c'est ma forme de rébellion intérieure quoi. Et puis ensuite il y a un autre constat qui est à ce stade, comme tu le dis, beaucoup d'emplois sont créés dans la tech, de plus en plus d'emplois sont créés dans la tech. Au-delà de ça, c'est un secteur qui impacte nos usages, les services de demain, les outils de demain. Tout le monde se sert en fait à numérique en fait dans les mains. Et le fait que ces services soient pensés par qu'une seule partie de la population intègre des biais énormes en fait dans tout ce qu'on est en train de créer. Et je pense fondamentalement qu'on ne peut pas faire une tech qui soit inclusive et qui soit durable également, je pense, parce que je dis énormément de durabilité et inégalité, si en fait on n'a pas de diversité assise autour de la table. Et nous on dit que notre vision à ADA c'est on doit reconstruire l'éducation pour construire une société, un monde qui soit plus durable et inclusif. Et en fait on forme des personnes à la tech à avoir un impact sur le monde, on va faire des personnes plus diversifiées. Et je crois vraiment que c'est parce qu'on aura des personnes diversifiées qu'on fera une société qui est plus durable et inclusive. Complètement. Et tu vois ce que tu dis sur les produits de demain, l'impact d'avoir des biais de genre dans la conception et la fabrication des produits numériques de demain. On a fait un épisode avec la DG de Mastercard qui en parle sur le scope des services financiers. Et c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, le fait que les services financiers numériques de demain soient inventés par des hommes, c'est hyper étrange quand tu sais que ça va être utilisé à 50% par des femmes et des hommes. Enfin bref, du coup, c'est pour rebondir. Et surtout, je suis complètement d'accord avec cette idée de méritocratie que tu évoques au début, et que quand on grandit un peu naïvement dans l'idée que le système est juste pour tout le monde et que si on travaille suffisamment dur, on y arrive, c'est très compliqué de le déconstruire à l'âge adulte, parce qu'en fait, ça brise un peu toute cette idée de la méritocratie dans laquelle on a grandi. Donc c'est un constat qui est assez rude, et c'est génial d'avoir des organisations justement comme ADA qui posent le constat et qui apportent ensuite des solutions, parce que il faut pas simplement constater, il faut ensuite agir. Et justement, j'ajoute juste un truc à ce que tu dis, enfin à ce qu'on se dit là sur la diversité, donc inversé d'un point de vue juste profondément humain et humaniste, la diversité d'un point de vue technique et utilitaire sur les outils qu'on est en train de créer, et ensuite il y a aussi un enjeu de performance. J'invite les auditeurs et auditrices à lire des études McKinsey, BCG. C'est prouvé que les équipes diverses sont plus performantes, sont plus efficaces, sont plus en capacité d'innover. Les boîtes qui ont des équipes diverses ont des revenus d'innovation supérieurs à la moyenne, supérieurs aux autres, et voilà, donc c'est aussi un sujet de performance, et encore plus un sujet de performance à un stade aujourd'hui où la tech est en pénurie de talent. Et donc voilà, la question c'est pourquoi on se prive de la moitié de l'humanité quand en fait on est en starving pour des talents quoi. Complètement. Et justement, si on parle de manière très concrète, comment est-ce que cette vision donc que tu évoques là, ce féminisme adapté à la formation, comment ça se matérialise dans votre day-to-day chez ADA, peut-être même dans votre recrutement à la fois des apprenants, des enseignants, et peut-être même aussi dans la pédagogie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors ce qui est un peu particulier et amusant et complexe et génial aussi avec ADA, c'est que en fait on est une entreprise et on est et puis on sera des écoles quoi. Donc on est un cadre d'apprentissage et on a un cadre de travail, et pour moi il me semble important que ce qui se passe dans des écoles est un miroir dans l'entreprise et inversement. On peut pas faire une entreprise qui est profondément anti-féministe quand on clame ça dans nos écoles, et inversement. Et je trouve que c'est important aussi
cultiver voilà la même culture, le même état d'esprit, que ce soit à l'intérieur des écoles qu'à l'intérieur de l'entreprise. Donc je peux parler à la fois de la partie entreprise et à la fois de la partie école. Je peux commencer par la partie entreprise parce que tu mentionnais le recrutement. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'études sur comment créer un processus de recrutement qui soit débiaisé. Donc c'est créer des fiches de poste objectives, intégrer un minimum de biais culturels type on boit des bières, on joue au baby-foot, ce qui sont également de conduire des interviews ce qu'on appelle structurées, donc les mêmes questions pour tout le monde avec un rating de ce que tu obtiens à bout de chaque question, etc. Est-ce que tu mesures? Donc en fait c'est de processer, ça demande en fait l'inclusion et l'équité, ça demande énormément de travail de process. Donc c'est ça. Donc il faut prendre son intelligence à deux mains, sa patience et sa force, c'est se retrousser les manches pour créer en fait des process d'équité qui sont les mêmes par exemple pour une grille salariale, ce qui évite que des biais de négociation rentrent, c'est prouvé, les femmes négocient moins haut, etc. Donc ça c'est sur la partie recrutement, on a une grille, on a des process d'interview qui sont structurés, on a beaucoup travaillé là-dessus. Après au sein de l'entreprise, il y a le mode de management. Je vais pas parler des valeurs parce que je pense que ça serait long et je pense que il y a tout le monde en a, mais pour moi aussi c'est à l'échelle de l'entreprise créer des rituels et des espaces dans lesquels tout le monde peut communiquer, être entendu, et chacun et chacune a la parole de manière équitable. Et dans une relation de management, c'est d'avoir des relations bienveillantes, de formation, d'écoute, où voilà, on laisse pas forcément. Je pense c'est le truc le plus difficile, c'est ne pas en fait accorder plus d'importance à ceux qui crient plus fort, qui sont voilà, les femmes ont tendance à moins faire valoir ce qu'elles font malheureusement, et donc du coup c'est voilà créer des espaces dans lesquels chacun a le temps peut faire valoir et écouter de manière attentive qui fait quoi, et voilà, ça c'est d'un point de vue entreprise, donc à la fois dans le mode de management et à la fois dans le recrutement. Et puis après dans l'école, on agit sur plein de trucs, on agit sur l'image, la représentation, le mode de sélection, également les compétences sur lesquelles on évalue les élèves, les apprenants, les apprenantes, les rituels, la pédagogie, les entreprises avec lesquelles on travaille. Tout a été construit en fait pour créer de l'inclusion en fait, du moment où tu rencontres Ada sur l'internet jusqu'au moment où tu sors avec des entreprises. Et il y a plein de choses qu'on pourrait faire mieux, mais en tout cas on essaie de se pencher sur vraiment tout le maillon, chaque maillon de la chaîne, parce que je pense que faut pas du tout être naïf, c'est un problème qui la discrimination est un problème qui est quand même ultra systémique, invisible pour la plupart, et voilà, l'idée c'est pas de montrer des doigts les personnes qui le font, mais de se dire comment on doit repenser le système pour qu'il soit plus équitable. C'est génial. Et du coup, en termes de mixité de promotion, comme on sait que le féminisme signifie l'égalité en fait entre les genres, est-ce que tu as des hommes aussi qui s'inscrivent et qui candidatent et qui sont à l'aise d'être dans ce type de cadre? J'espère que oui, mais j'avoue je suis un peu stressée par ta réponse. Ouais, on a 70% de candidatures féminines, donc je vais le faire dans l'autre sens, 30% de candidatures d'hommes. C'est à peu près ce qu'on retrouve c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'école. Moi, je crois beaucoup au fait que le féminisme sert les hommes et les femmes. Je pense que c'est vraiment une réflexion autour de la liberté d'être soi au-delà des stéréotypes de genre. Donc d'être le père ou la mère que tu veux, d'être la personne que tu veux au boulot, d'être la personne que tu veux en soirée, voilà. Et je pense que du coup la démarche d'Ada est une démarche, déjà, je pense que la démarche féministe est du coup une démarche qui est inclusive, même si souvent on la mésinterprète. Et de l'autre, je pense qu'au-delà de la démarche pédagogique d'Ada, on va créer un safe space, on va se baser sur la collaboration, de la non-compétition entre vous, un apprentissage par le faire, avec énormément de communication entre les élèves, etc., etc. C'est pas qu'un truc de bonne femme, c'est juste un autre système dans lequel il s'avère que par éducation, les femmes s'épanouissent mieux. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de mecs à qui ça plaît. Et donc nous, ça plaît. Et hier, on avait la visite du ministre Cédric O, secrétaire d'État au numérique, et en fait le mot à chaque fois qu'il demandait pourquoi vous avez choisi Ada, il le posait aux hommes et aux femmes. D'ailleurs les femmes disaient
pour l'environnement, pour les valeurs, pour l'inclusion. Et en fait, les mots de la bouche des hommes étaient les mêmes pour l'environnement, pour les valeurs et pour l'inclusion. Et en fait, quand tu travailles sur le féminisme, tu travailles sur l'inclusion. Et l'inclusion, ça fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est génial. Et c'est hyper important de montrer des expériences terrain comme la tienne à des personnes qui sont placées au gouvernement. Donc merci pour ça, parce que tu agis pour tout l'écosystème. Et si on parle de tes élèves justement, qu'est-ce que tu leur souhaites pour leur sortie de ADA? C'est quoi ton objectif pour eux? Que ça soit pro, perso, j'imagine que t'as des KPI. Ouais, mais alors justement, c'est un truc hyper intéressant, les KPIs de l'éducation. C'est en fait, qu'est-ce que tu mesures? Moi, je trouvais justement que si tu mesures les KPIs, je parlais encore d'une école que je connais très bien, HEC, si tu mesures le salaire à la sortie d'HEC et le taux d'employabilité, il est excellent. Mais si tu mesures le bien-être et la santé mentale de mes camarades de promotion, je pense que tu as une toute autre. Alors, il faudrait savoir comment on mesure le bien-être et la santé mentale. Mais moi, ce que je leur souhaite à mes élèves, et je pense que c'est de plus en plus vrai dans un monde qui change ultra vite, dans lequel on est amené, enfin déjà moi je le vois, donc j'ai diplômé en 2018, 4 ans après, le nombre de personnes qui se sont réorientées, qui ont recommencé des études à zéro, c'est un truc de fou. Et en fait, moi ce que je leur souhaite à mes élèves, c'est qu'ils tirent ils tirent des outils de cette formation ultra concrets, qu'ils savent déjà ce qu'ils ont appris pendant cette formation, et qu'ils sachent les réutiliser pour leur parcours à eux et à elles, et que des outils qui soient des hard skills et des outils qui soient des soft skills. Et je pense que le plus important, c'est la confiance en toi, ta capacité à t'orienter, ta capacité à te poser les bonnes questions, ta capacité à t'auto-former, à déconstruire des problèmes, à t'organiser. Et moi, c'est ça en fait que je leur souhaite, c'est qu'ils aient cette forme de socle méthodologique qui, selon moi, après te permet de t'orienter, te réorienter, évoluer, et en fait d'être épanoui du coup dans ton job, d'avoir le courage et les moyens en fait de, quand t'es pas bien, de pouvoir te dire je change, et parfois tu reprends à zéro, parfois tu fais juste un petit saut de plus, un petit peu différent, etc. Donc moi je leur souhaite un truc qui est donc évidemment d'avoir un job à la sortie de la formation pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que ça reste quand même hyper important, mais que surtout ils trouvent un job épanouissant et qu'ils aient des ressources par la suite de pouvoir potentiellement changer, grandir et évoluer. Et en termes de typologie, ce sont plutôt des personnes qui ont quel âge? C'est de la réorientation ou c'est de la formation initiale? Est-ce que tu as un peu des stats là-dessus? Ouais. Aujourd'hui, on a 65 élèves en formation. On a ouvert en 2019 le premier établissement à Paris. On va ouvrir Nantes l'année prochaine. Donc, à ce stade, on a 65 élèves apprenants. Nous, on appelle les apprenants et apprenantes en formation. Et on a 3 typologies de profils un peu classiques. Les post-bac, en petit nombre encore à ce stade. Les réorientations d'études, donc switch d'études, pas encore bossé, mais complément ou switch. Et on a les reconversions, donc des personnes qui ont bossé et qui changent de voie. Les âges vont de 18 à 45 ans, avec une moyenne d'âge à 26 ans. Génial. Et si on se place justement sur l'emploi, parce que les personnes se forment pour trouver un travail qui leur plaise et qui corresponde à leurs valeurs et à leurs envies. Du coup, j'imagine que tu as tout un réseau de partenaires à l'embauche, ou en tout cas d'entreprises amies de ADA. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce réseau justement d'entreprises? Est-ce que d'ailleurs tu travailles peut-être avec Pôle emploi ou avec des réseaux d'insertion, des associations? Comment ça se passe l'étape d'après, en fait, après post-ADA? Ouais. Alors c'est une des raisons dont je dis, quand on a repensé la formation, il y a un point de cette formation qui est pensé pour justement l'inclusion et l'insertion professionnelle, c'est donc c'est une formation en 21 mois, les 9 premiers mois sont à l'école et les 12 mois qui suivent sont en alternance avec 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce rôle de coach à ce moment-là, de rampe en fait, d'accompagnement dans le monde de l'entreprise, parce que le sujet aussi de l'inclusion dans la tech, c'est, comme je le disais, des personnes qui rentrent et qui en ressortent immédiatement. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à la personne de prendre sa place dans l'entreprise, et l'alternance c'est un super mécanisme pour ça. Donc du coup, avec cette alternance, on travaille, on est de plus en plus contacté en fait par toutes les boîtes de plus petites ou plus grandes de la French Tech. Pour citer les plus grandes qui s'engagent à prendre des gens chez nous en alternance, on travaille avec Deezer, Le Bon Coin, Mano, Swile, Trainline, j'en oublie, Doctolib. Donc on travaille avec toutes les grosses boîtes qui ont des difficultés en fait aujourd'hui à, on va dire,
non pas à recruter, mais à suivre leur croissance avec du recrutement tech, et puis des difficultés aussi à trouver de la diversité, qui ont ça dans leur et politique et leurs convictions. Et du coup qui recrutent chez nous, et voilà, donc on travaille avec le Pôle emploi et les associations plutôt en amont, pour pouvoir proposer ADA comme une solution à des personnes qui cherchent à se former. Mais côté aval, on travaille avec des entreprises qui partagent nos valeurs. On a des discussions ultra régulières avec elles sur comment améliorer en continu la pédagogie, notre réponse aux besoins, comment les accompagner aussi sur l'insertion des profils plus juniors dans leurs équipes, parce que c'est des équipes qui historiquement étaient des équipes plutôt de dev seniors. Et du coup, voilà, créer quelque chose qui fonctionne bien et qui permette d'intégrer de la diversité dans leur tech team. Ah, c'est génial, et surtout c'est tellement un moment crucial de l'intégration d'une entreprise. Quand tu viens de terminer une formation, t'as pas envie de te tromper, donc j'imagine que ça rassure aussi beaucoup tes élèves d'avoir ce réseau amis entre guillemets présélectionné. Et justement, comme les promos vont grandir, on parlera un peu de ta levée, de ce que tu vas faire après, les nouveaux campus, etc. Comment tu visualises cette communauté ADA, ces alumni que tu vas avoir après? Est-ce que tu as envie de les fédérer? Est-ce que tu as des projets pour ça? Parce que c'est assez concret et simple de gérer un batch d'apprenants de A à Z, mais une fois qu'ils sont en entreprise, c'est toujours plus difficile de maintenir les liens. Est-ce que tu avances là-dessus? C'est quelque chose qui est dans le pipe? Ouais, mais c'est hyper important. Moi, c'est une de mes convictions, c'est que tu vas dans une école pour un réseau, et pour les opportunités que ça va t'offrir, et donc du coup c'est hyper important. C'est le réseau et c'est la marque en fait en entreprise. Nous à ce stade, on a les tout premiers qui sont sortis. C'était une toute petite promo parce que c'était la première. On a 8 apprenants et apprenantes diplômés. Ils sont tous en CDI, soit dans les boîtes de leur alternance, soit dans des nouvelles boîtes, soit pour un d'entre eux qui fait un master en machine learning à Berlin. Mais c'est un gros enjeu, c'est un enjeu sur lequel on commence à bosser. Moi, j'ai beaucoup, il y a plusieurs points sur lesquels on s'appuie. C'est que t'as un lifelong accès à la plateforme d'apprentissage ADA, où t'as en fait un univers de base sur lequel tu peux continuer à te former avec des projets et des exercices qui sont liés à ces badges. Donc l'idée c'est que ils puissent continuer en fait quand tu as un badge, toute la communauté sait que tu as ce badge, donc on peut te demander de valider en fait ce badge. Donc l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur moi je pense vraiment à ce peer learning toute la vie quoi. Il y a 2 ans, t'as X personnes qui justement a fait ce truc en machine learning. Potentiellement, il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, en fait, tu vas savoir que lui, il a ses skills, il va pouvoir t'accompagner sur le projet que t'es en train de faire et potentiellement t'aider. Et puis voilà, nous, il y a aussi un sujet, c'est que on a des profs, alors on appelle ça les encadrants et encadrantes à ADA. Donc ils ont plutôt un rôle de facilitateur et de facilitatrice dans les projets. Et ce sont toutes et toutes des devs expérimentés, au moins 5 ans d'expérience. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'à partir du moment où on aura nos apprenants et apprenantes en alumni, c'est qu'également ils viennent recoacher en fait des projets, puisque tous ces profs, ces encadrantes, ils sont en poste ailleurs. Ah, génial. Et toute cette idée de peer learning et de rôle modèle, justement, de visualiser des gens qui sont comme nous dans des positions qu'on cherche à atteindre, on sait que c'est la base pour briser les stéréotypes. Donc c'est absolument génial. Derrière cette idée de communauté, c'était un peu ce que je cherchais à amener. Et du coup, j'imagine que d'ailleurs le nom de Ada vient aussi de là, en hommage à Ada Lovelace, qui est, pour ceux qui ne savent pas, la première personne qui a inventé l'algorithme dans l'histoire de l'humanité. Du coup, je voulais te demander, Chloé, aujourd'hui, qui sont tes rôles modèles, si tu en as. C'est une question qui est un peu bateau, mais d'ailleurs, ça peut changer. Moi, j'avoue, ça change de mois en mois. Mais qui sont tes rôles modèles aujourd'hui? Qui t'inspirent? Ça peut être d'ailleurs des hommes ou des femmes qui doivent t'inspirer ou que tu peux admirer au quotidien. Ouais.
J'ai des rôles modèles sur plein de sujets différents. J'ai des rôles modèles sur l'intelligence, l'optimisme, qui sont Chimamanda Ngozi, qui est une autrice que j'apprécie beaucoup, qui écrit des trucs incroyables sur justement les hommes et les femmes, mais aussi le racisme, etc. Domination occidentale sur l'influence que ça peut avoir sur les pays africains. J'ai des rôles modèles, donc c'est quelqu'un que j'admire énormément. J'ai des rôles modèles sur l'entrepreneuriat. Moi, j'admire énormément Jean-Charles Samuelian, Werve, parce que il a pris en partie le nom de sa femme, que je trouve que c'est déjà assez cool pour le souligner, donc je vais le dire, que je trouve assez impressionnant sur la façon dont il a de penser, en fait, au-delà de son produit, de penser sa boîte, ce qu'il fait, et vraiment, je trouve deep d'un point de vue quand t'es entrepreneur, et sur ce qu'on se disait sur au-delà de juste l'école, c'est penser l'entreprise à Ada, donc c'est au-delà de juste ton produit, penser l'entreprise. On a une de mes sœurs aussi que j'admire beaucoup, qui est Catherine Barba, par sa façon d'aborder les problèmes, de créer en permanence. Donc j'en ai beaucoup. Sur des sujets différents. Je pense que ce qui est important avec les rôles modèles, et j'écoutais un podcast d'Isabelle Collet la dernière fois sur Ada, justement, je me disais merde, on a peut-être peut-être raté un truc. L'important, c'est de pas toujours avoir... Ouais, j'ai raté un truc. Ce qu'elle disait, le problème avec Ada, c'est que les gens commencent à en parler de plus en plus. Et en fait, quand on légitime qu'un seul rôle modèle, on légitime le fait que, voilà, par exemple, Ada, il y a eu une femme dans l'informatique par siècle, quoi. Et donc, si on parle que d'Ada comme rôle modèle, bah, le problème, c'est que on justifie le fait qu'il y en ait vraiment qu'une seule et qu'il n'y avait pas de raison qu'il y en ait d'autres, quoi. Et donc, du coup, c'est intéressant. Or, il y a eu plein de femmes. En fait, dans l'informatique. Et donc, c'est hyper important qu'avec les rôles modèles, on ne sacralise pas une personne qui pourrait défendre le fait que, en fait, c'était la personne exceptionnelle, c'était le Messie ou la Messie. Et du coup, je pense que c'est important, voilà, de constituer plusieurs rôles modèles, des rôles modèles aussi qui sont peut-être plus humains, qui vont vous inspirer qui vont m'inspirer aussi sur des choses qui sont, voilà, peut-être un mode de vie. Mais ne pas légitimer, il n'y a pas de super-héros dans la vie, et donc du coup je pense que c'est important, voilà, de diversifier les rôles modèles et de ne pas sacraliser des personnes qui, au-delà, je pense, quand elles sont sacralisées, n'en tirent pas grand chose à la longue. Complètement, et c'est pour ça que je parlais de tes encadrantes et de tes encadrants, parce que ce sont des rôles modèles qui incarnent justement une fonction technique sur laquelle j'imagine que tes élèves se forment, et toute cette émulation de pairs fonctionne aussi très bien en rôle modèle du quotidien. Et je voulais revenir sur un point, parce que je t'ai pas posé la question au début, et qui est une question un peu évidente dans le fil rouge de ce podcast. Est-ce que ça fait une différence pour toi d'entreprendre en étant une femme, et d'ailleurs en étant une femme jeune aussi, parce que l'âge peut aussi être un facteur de discrimination dans un sens comme dans un autre pour les seniors et pour les plus jeunes. Donc est-ce que tu le ressens, le fait d'être une femme au quotidien dans le milieu entrepreneurial? Ouais, c'est une question qui est complexe. En fait, oui, mais j'ai pas envie de te dire oui, parce que c'est pas essentialiste, quoi. C'est pas parce que je suis une femme et je déteste cette idée qu'il y aurait une façon d'entreprendre à la femme, au féminin. Et parce que je trouve ça ultra réducteur, et voilà, c'est dans l'idée du féminisme, il faut casser, en fait, cette liberté. Enfin, il faut libérer, justement, cette liberté d'être toi, d'être la femme que tu veux. Donc, évidemment, ça change, mais au même titre que je pourrais dire, est-ce que le fait d'être une femme joue dans ma façon de prendre le métro? Oui. En fait, c'est par la façon dont l'expérience qu'on a du monde, par la façon dont on est sociabilisé, en fait, on va avoir, je suis une femme dans ma façon d'entreprendre, et le monde autour de moi, le milieu, a une façon d'interagir avec moi parce que je suis une femme. Donc, c'est comme dans le métro. Probablement que je vais pas prendre le métro toute seule, passer une certaine heure, et probablement que les gens, quand je vais prendre le métro toute seule, passer une certaine heure, on va me regarder bizarrement, quoi. Donc, enfin, bizarrement, ça dépend pour qui, mais des personnes peut-être mal intentionnées. Donc du coup, c'est à peu près, je pense que c'est toute l'idée de être une femme, être un homme aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Et donc évidemment, ça change dans ma façon d'entreprendre, parce que j'ai des biais énormes, comme j'ai dit en ouverture de podcast, parce que j'ai été formée pour être une bonne élève, pour pas faire de bruit, pour pas faire de blagues, etc. Ça change également le regard qu'on a sur moi. On a aussi une façon de voir les entrepreneurs qui appartient à un modèle.
ça rejoint un peu les rôles modèles justement, ce qu'on se disait avant, mais c'est en fait on rentre potentiellement moins dans les clous. Et voilà, être jeune également, c'est en fait on a un peu une image de la personne de confiance, la personne performante. Et moi j'ai eu des réflexions dans mes levées de fonds précédentes sur ma capacité à avoir les épaules, ma capacité à tenir, etc. Et je sais pas si je ne le saurais jamais puisque je n'ai pas été dans d'autres rendez-vous, mais je sais pas si certaines questions me les auraient posées si j'avais été un mec plus vieux. Mais voilà, ça change dans ma façon d'être. Moi, je suis moi-même un élément de changement parce que j'ai été éduquée comme une femme, et ça change dans la manière les autres d'interagir. Et je pense qu'il y aura probablement des femmes qui seront moins femmes dans la façon d'entreprendre et des hommes qui seront moins hommes. Et je pense que surtout, ce qu'il faut qu'on se demande aujourd'hui, c'est d'un côté, effectivement, la liberté de dépasser les stéréotypes et d'être soi, et de l'autre côté, le fait de reconstruire différents modèles et différents modèles de succès également, et du coup d'être plus ouvert aux différents à l'atypisme et aux différences. Et ça, c'est un vrai sujet dans le monde de l'entreprise, notamment sur le recrutement et comment est-ce qu'on construit des équipes qui sont riches. Ce sujet de l'atypisme justement et du recrutement de profils légèrement différents, c'est en train d'infuser dans le monde de l'entreprise, et tout secteur confondu, pas seulement le secteur tech parisien. Et ça, c'est vraiment chouette parce que si on travaille sur la première étape, la brique éducation, la deuxième étape, du coup, c'est la brique recrutement et vie au sein de l'entreprise, et les deux vont ensemble. Je voulais te poser une question sur le numérique, parce que donc nous sommes un réseau d'EdTech dont tu fais partie maintenant, donc avec des entreprises qui cherchent à mettre le numérique au service de l'apprentissage. C'est ce que tu fais au quotidien chez Ada. Justement, si tu utilises ces outils numériques, est-ce que ça a impacté tes formations? Est-ce que tout est passé en hybride post-Covid? Est-ce que tu as des modules complètement asynchrones et numériques? Est-ce que tout est en présentiel? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu utilises les outils numériques dans ta pédagogie au quotidien, et aussi peut-être comment ça a été modifié par le Covid, vu que j'imagine que tu as passé beaucoup d'éléments en ligne et que tu dois être maintenant sur un format qui est plutôt hybride. Ouais. Alors moi j'ai monté Ada avec donc déjà c'est une formation longue, et je me disais voilà, est-ce que tu passes 2 ans derrière ton ordinateur? Et donc moi j'ai vraiment créé Ada avec la conviction qu'il y avait de la valeur dans le présentiel, il y avait de la valeur dans le lieu, l'échange humain, et que c'était hyper dur quand on est des personnes éloignées du numérique de bosser tout seul de chez soi, et puis quand on est des personnes potentiellement qui n'avons pas le cadre propice chez soi aussi pour travailler correctement. Donc moi j'ai toujours été pour Ada et pour ce qu'on construit, une grande ayatollah du présentiel. Néanmoins, on a ouvert en octobre 2019. En novembre se déclaraient les gilets jaunes, en décembre les grèves, et en mars le Covid. Donc on a dû très rapidement se poser des questions de comment on permettait, et je pense que c'est ça le numérique, c'est comment permettre, donner des solutions à des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement, et du coup de permettre à nos apprenants de continuer à suivre la formation de manière qualitative, bien malgré le contexte. Donc on a tout passé en ligne, dès qu'on pouvait ouvrir on ouvrait, et chaque confinement on fermait l'école. C'est pas très compliqué, bon, déjà, c'était pas très compliqué pour une école qui venait de se construire de reconstruire en ligne, parce que on n'avait pas grand-chose à reconstruire. Deuxièmement, c'est quand on apprend à Dev, il y a quand même aussi, on s'est dit que c'était une opportunité pour nos apprenants et apprenantes d'apprendre à bosser en remote, qui est quand même le cas dans beaucoup de boîtes de la tech. Bien sûr. Donc on a pris ça sur le point apprentissage. Ça nous a permis aussi de processer un certain nombre de choses, de processer le suivi, etc., qui pouvait passer de manière implicite, et ça c'est aussi vrai pour une partie entreprise. Donc on a une plateforme sur laquelle tout le contenu pédagogique est disponible. Ensuite c'est des classes virtuelles pour bosser en groupe. La pédagogie d'Ada se passe extrêmement bien à distance. C'est vraiment pas très compliqué de la passer du lieu à chez toi. Moi, le point que je vois, c'est qu'en vrai, à chaque fois qu'on ferme, nos apprenants et apprenantes nous demandent de réouvrir, parce que il y a un cadre de lieu, il y a un truc de rituel d'aller à l'école, de retrouver les autres, d'être à la machine à café. Il y a des gens à qui ça convient pas.
enfin il y a des gens à qui le full distanciel convient très bien, il y a des gens à qui ça ne convient pas, et je pense que le Covid aussi l'a extrêmement bien montré d'un point de vue sur ce qui s'est passé du côté de l'enseignement supérieur. C'est en fait, on a besoin, quand t'es jeune, on a besoin de se retrouver dans un endroit, d'être en dehors de chez toi. Parfois t'as un appart qui a un clapier, surtout à Paris. Donc voilà, on a tout outillé. On pourrait faire la formation à distance. Je pense qu'on attirerait des nouvelles personnes. Aujourd'hui, on est d'abord en train de construire une formation qui marche super bien pour le présentiel et empower par des outils numériques qui permettent de plus de personnalisation, plus d'accessibilité, plus de clarté, moins de papier imprimé, mais pour l'instant on pense qu'il y a énormément de valeur dans le présentiel, et on voit pour nos apprenants et apprenantes c'est hyper important pour eux et elles, et puis on a construit des lieux qui sont quand même assez sympas. On est content de venir tous les matins. Tout à fait. je suis beaucoup passée devant, mais je suis jamais rentrée. À l'occasion, je viendrai voir parce que sur les photos, ça a toujours l'air très très chouette. Et du coup, sur ce sujet du présentiel, je relis ça à ta dernière levée. Déjà, bravo, parce que tu as levé 3 millions en septembre, et 3 millions, c'est pas rien. On connaît le boulot derrière, donc bravo à toi, Chloé. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les prochaines étapes pour Ada avec tout cet argent? Est-ce que c'est des nouveaux campus? Tu parlais de Nantes, si je dis pas de bêtises. Peut-être même des nouveaux parcours de formation pour former à d'autres types de métiers. Peut-être pour recruter aussi, comme d'habitude quand on lève de l'argent. Mais du coup, donc voilà, quelles sont les prochaines étapes pour Ada à court et peut-être plus long terme aussi, si tu arrives à te projeter? Ouais. Nous, notre objectif, c'est de construire l'école Montessori de la tech. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'école Montessori, c'était une pédagogie créée par Maria Montessori au XXe siècle, qui aujourd'hui a 20 000 écoles dans le monde. Et c'est une pédagogie qui a, on va dire, scalé par sa méthode, par son matériel et par sa formation des formateurs. En fait, c'est un peu des briques pédagogiques sur lesquelles demain vous vous formez à la méthode Montessori, vous achetez le matériel, vous êtes en capacité d'ouvrir une classe à la Montessori. Et nous, on a vraiment cette vision en fait de briques avec Ada, qui est qu'aujourd'hui on construit une pédagogie dans nos locaux. Donc on va ouvrir, on a ouvert à Paris, on va ouvrir à Nantes, on va ouvrir dans les grands bassins d'emploi français et puis ensuite européens. Et puis de l'autre côté, donc la levée sert à ouvrir déjà Nantes. Et de l'autre côté, en fait, c'est continuer à développer ces briques pédagogiques qui sont pour nous la plateforme sur laquelle est disponible tout. En fait, donc nous, notre matériel, c'est des projets divisés en 3 niveaux, les badges, etc. Donc, c'est pas du matériel au sens concret, mais au sens numérique du terme. Et de l'autre, c'est la formation des formateurs et des formatrices. On a beaucoup d'ambition pour cette formation. Parce que on est convaincu qu'elle a des bienfaits également si on la partage en entreprise. Parce que voilà, comme on le disait, déjà je pense qu'un bon manager est un bon pédagogue, une bonne manageuse est une bonne pédagogue, et comme on le disait, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'accueil dans les boîtes de la tech, de formation des seniors à avoir des postures, d'accompagnement des juniors, et donc du coup là on est en train de bosser sur notre formation des formateurs qui l'améliorer surtout, et puis on espère pouvoir la développer en entreprise bientôt. Génial, il y a un énorme besoin, et après tu peux aussi aller en parler à Jean-Michel Blanquer pour former les enseignants. N'hésite pas, il y a aussi un autre sujet là-dessus. D'ailleurs, en parlant de personnes du gouvernement, est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu plus ce dont vous avez parlé avec Cédrico hier, comment tu as peut-être perçu aussi son ressenti vis-à-vis d'Ada, comment est-ce que toute cette stratégie peut-être de la French Tech et du numérique souverain, ça peut aussi porter Ada. Enfin, c'est vraiment une question très ouverte pour voir comment t'as ressenti cette visite, parce que c'est toujours quand même une logistique d'avoir ce genre de personnes chez soi. Et j'imagine que vous avez dit des choses intéressantes, du coup on t'écoute. Ouais. Je dirais qu'il y a deux choses qui sont... Alors, on a évidemment présenté le projet pédagogique d'Ada, etc. Notre vision, notre stratégie d'inclusion. Moi, j'étais assez... agréablement surprise et encore heureux, mais voilà, assez au clair sur le fait que le sujet de l'inclusion dans le numérique est pas juste un sujet de représentativité. Il suffit pas juste de faire des formations pour femmes dédiées aux femmes et on aura réglé le problème. C'est vraiment tout un sujet, comme on disait, sur
toute la chaîne de valeur, de orientation, d'image de ces métiers. Il l'a dit lui-même, on pourra régler ça si ils sont en train de le faire, de former les profs à orienter sans biais en fait les filles et les garçons, parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui les stéréotypes ont la main lourde, donc on oriente les garçons vers la voie scientifique et on oriente les filles vers la voie littéraire, et du coup c'est le numérique est du coup un petit peu au bout du tunnel là-dessus. Donc un petit peu, moi ça m'a, voilà, on a discuté et ils ont bien ça en tête, le fait que une politique d'inclusion, c'est une politique holistique sur l'orientation, la formation et ensuite l'inclusion en entreprise. Pareil, ça c'était un truc cool, mais lui aussi disait, je pense on ne peut pas faire un numérique qui soit durable et qui soit humain et qui a un impact sur notre planète aujourd'hui correct si en fait il n'y a pas des gens divers autour de la table. Donc ça c'est quelque chose qu'on partageait et qui, voilà, dans le cadre des élections, après on verra, mais et puis surtout de la crise environnementale, et je trouve ça bien de... Alors moi, je pense que c'est hyper important de pas partir au tout numérique et se dire que voilà, ça va tout régler. Bien je pense sûr. Que c'est aussi un secteur ultra polluant, donc il faut repenser plutôt le mode de consommation et comment le numérique peut-être peut aider, mais c'est pas le numérique qui aura la solution de tout. Et c'est pas, voilà, je pense qu'il faut un peu sortir de cette idée, de cette les visions un peu futuristiques du truc. Complètement. Je trouve ça hyper intéressant de relier justement cet aspect progrès numérique, écologie et nécessité d'éducation, et en fait c'est un triptyque qui ne peut pas aller sans les autres éléments, donc c'est hyper intéressant que vous en ayez parlé. Ouais, exactement. Je pense que et ça ne peut pas être vu les uns sans les autres, quoi. Sinon on va faire des erreurs monumentales. Et on va reconstruire un système tout cassé, enfin déjà qu'il faut le reconstruire. Et voilà, et après le troisième point, c'est comme je le disais, c'était assez amusant parce que j'avais demandé, on n'avait pas du tout préparé avec les apprenants, j'avais demandé qui est partant pour parler, parce que c'est plus facile sinon comme ça. Une sidération. Une sidération, mais j'avais pas du tout demandé à ce qu'ils disent, ce qu'ils et elles disent des choses en particulier. Et vraiment, c'était, du coup, c'est marrant d'être derrière et d'écouter comme ça. Et en fait, ce qui ressortait tout le temps, c'était, là, moi, je suis venue, j'ai choisi Ada pour l'inclusion, le cadre, etc. Mais quand on me dit ça 6 fois, à un moment, il me disait, mais du coup, pour qui c'était important le cadre de l'inclusion et de la bienveillance, donc évidemment tout le monde lève la main, et du coup moi je trouve que c'est un vrai truc, et c'est un truc parfois un peu de béni oui, mais en vrai c'est vraiment important, et je pense que c'est pour ça que les gens aujourd'hui se réorientent et vont peut-être dans des boîtes plus jeunes, c'est chercher des cultures d'entreprise et des cultures d'apprentissage dans lesquelles on se sent bien, et du coup à ça c'était un peu, mais du coup est-ce que les autres formations ne l'apportent pas, et je pense pas que ça soit ça, mais je pense qu'en tout cas la partie ce que la culture partage et ce qu'on propose comme environnement est hyper important, et je pense que c'est vraiment important de remettre la confiance au cœur de l'éducation et de l'apprentissage. Et du coup voilà, moi je trouvais ça assez incroyable que vraiment tout le monde on ne veut apprendre que dans un cadre où en fait on se sent empower. Et ce qui est assez logique, hein, mais je trouve ça fou que ce soit la raison première. Complètement, et quand on sait l'importance du ressenti émotionnel dans l'apprentissage et la fixation des compétences dans le cerveau humain, on sait que les apprenants de chez Ada, ils apprennent très très bien ce qu'on leur enseigne du coup. Ils retiennent très très bien aussi. Génial. J'avais une dernière question, Chloé, pour toi, pour terminer cet épisode. Je crois beaucoup aux conseils et à l'entraide entre pairs, comme on le disait. Si tu devais donner un conseil, deux, si jamais tu en as deux en tête, aux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont dans l'entrepreneuriat, ou qui d'ailleurs se réorientent aussi peut-être dans un métier plus technique, j'ouvre ma question. Si tu devais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent, ça serait quoi pour toi ? Alors moi c'est un truc, du coup ça va boucler avec le début du podcast, c'est justement se débarrasser du syndrome de la bonne élève. Alors on sait souvent de la bonne élève plutôt que le bon élève, mais je pense que certains mecs aussi peuvent l'avoir. C'est ce truc de devoir avoir
tout bien pour faire, quoi. Et puis si c'est pas tout bien, c'est vraiment trop la honte, on va se moquer de moi, on va se dire que je suis vraiment trop nulle, trop conne, etc. Et en fait, c'est pour l'entrepreneuriat, et je pense que c'est vrai aussi pour la tech, c'est particulièrement vrai pour la tech, parce que le métier de dev est un métier d'apprentissage continu, où en fait on a un syndrome de l'imposteur énorme pendant toutes les premières années. Et je pense que c'est vrai aussi pour l'entrepreneuriat, mais c'est en fait on peut pas tout avoir bon, on peut pas tout savoir, on peut pas avoir toutes les réponses, et c'est bien normal. Donc il faut pas attendre que tous les voyants soient ouverts et qu'on sache toutes les réponses pour se lancer. Et voilà, et je pense qu'il faut prendre un peu moins au sérieux les choses. Et voilà, donc moi c'est se dépasser du syndrome de la bonne élève, et je dirais, enfin du coup le conseil que je me donne, c'est que j'essaie de travailler sur moi, c'est prendre moins au sérieux les choses et me prendre plus au sérieux. Et à partir de donc pas se poser toujours en dessous et en deçà, et voilà, et puis s'amuser, quoi. À un moment faut s'amuser dans la vie. Et tout va bien se passer. Génial. Merci Chloé, c'était un plaisir et j'ai appris plein de choses aussi. Donc un vrai moment d'échange. Merci pour ça, merci pour ton temps. Et ceux qui sont intéressés par Ada Tech School, n'hésitez pas à aller sur le site, sur LinkedIn aussi. Il y a plein d'actu chouettes. Donc merci beaucoup Chloé, c'était un vrai plaisir de parler avec toi. Merci de ton accueil, Anne. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.